Auditeurs et auditrices de Radio Dina, bonjour et bienvenue dans votre émission Et nous. 2 millions d'enfants vivent dans les rues du monde ce 12 avril, journée dédiée à la problématique et donc l'occasion pour les différents acteurs de porter la voix de ces enfants qui ne sont pas attendus, qui n'ont pas d'accès à la parole pour pouvoir défendre leurs droits. Alors aujourd'hui, nous revenons donc sur cette question des enfants en situation de rue. Quelle est la situation? Que faut-il faire réellement pour une meilleure prise en charge de ces enfants-là qui vivent dans la rue? C'est le sujet qui retient notre attention aujourd'hui dans votre émission Et nous. Je suis Edwige Diboli Apedo. Notre invité nous vient de l'ONG Ange qui est en charge justement de ces enfants au Togo. Yves Abassa, il est chargé de projet de l'ONG Ange. Yves, bonjour. Bonjour Edwige et bonjour à tous nos visiteurs. Alors, par rapport à votre organisation, les activités, tout se déroule correctement? Oui, par la grâce de Dieu, nos activités, ça se passe bien. Les enfants que nous avons en charge se portent aussi bien. D'accord. De même que le personnel. D'accord. Les enfants en situation de rue, il faut porter leur voix. Dans la rue, ils récupèrent la vie que les autres ne veulent pas. Ils dorment sur les trottoirs. Leurs maisons, ce sont les gares ou encore les marchés ou bien entendu les plages. Ignorés, traités de délinquants souvent, les enfants de rue vivent des situations un peu plus complexes. Aujourd'hui, on aborde la question puisque ce 12 avril est la journée internationale des enfants de rue. Et nous en parlons avec Yves Abassa, chargé de projet à l'ONG Ange Togo. Alors, Yves Abassa, on a peint tout à l'heure le quotidien d'un enfant de rue. Quand on dit enfant de rue, qu'est-ce qui vous vient en tête? Oui, quand on parle aujourd'hui d'enfants de rue, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci à Radio Dina qui nous a rejoints en ce grand jour. Dans notre vie, dans notre mission. Parlant de l'enfant en situation de rue, il y a plusieurs catégories. Quand on parle d'enfants en situation de rue, il y a plusieurs catégories que ces enfants-là, dont nous avons l'enfant dans la rue. Et quand on parle d'enfant dans la rue, c'est cet enfant-là qui a quitté la maison pour aller mener ses activités dans la rue et que le soir, il revient à la maison avec les fruits de la journée. Donc c'est l'enfant dans la rue. C'est l'enfant dans la rue. Il quitte la maison pour aller chercher un fruit. Pour aller chercher un fruit, pour revenir se nourrir ou nourrir sa famille. Vous voyez, il y a de ces enfants-là. Il y a des enfants à la rue. Et ces enfants à la rue, c'est ces enfants-là qui sont nés dans la rue. C'est-à-dire que des enfants dont les parents même vivent dans la rue et les enfants sont nés dans la rue. Et il y a autre catégorie d'enfants, c'est les enfants de la rue. Ces enfants de la rue, c'est ces enfants-là qui ont quitté la maison, qui se sont allés s'installer dans la rue et qui ont fait de la rue leur domicile, leur maison, et ils font tout là. Maintenant, en dehors de ces trois catégories d'enfants, enfants à la rue, enfants dans la rue, enfants de rue, il y a d'autres phénomènes qui prennent de l'ampleur aujourd'hui, qui sont des enfants talibés. Nous parlons des enfants talibés aujourd'hui. Des enfants qui sont dans la mendicité. Des enfants dont les maîtres coraniques rassemblent chez eux et que dans la journée, les maîtres coraniques là renvoient ces enfants à la mendicité. Les enfants ils vont aller mendier, demander de l'argent et puis le soir ils reviennent à la maison faire les comptes à ce maître coranique. On les rassemble à une vingtaine, trentaine, cinquantaine et donc ça aussi prend de l'ampleur au jour le jour. Donc de ces enfants talibés, il y a certains qui finissent par s'installer dans la rue, qui deviennent enfants de rue. Donc voilà ces différentes catégories d'enfants. Ailleurs, on parle même d'enfants microbes. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on parle d'enfants microbes. Donc, il y a toutes ces catégories d'enfants aujourd'hui qui viennent davantage s'installer dans la rue et dans l'ensemble, les appelons les enfants en situation de rue. Qu'est-ce qui pousse un enfant à aller vers la rue? Parce qu'on va parler des 4 catégories que vous venez de citer, tous vont vers la rue. Voilà. Qu'est-ce qui pousse donc un enfant à aller vers la rue? Qu'est-ce qui pousse ces enfants à aller dans la rue? Les causes sont nombreuses. Mais en commençant par la pauvreté. La pauvreté. Nos communautés, nos sociétés, nos populations s'appauvrissent au jour le jour. La pauvreté augmente. Aujourd'hui, tout le monde crée la pauvreté dans notre pays. On dit le bol de maïs qui se vendait à 100 francs, à 200 francs, à 500 francs. Aujourd'hui, le bol de maïs est allé jusqu'à 1000 francs.
Et donc, 1000 francs là, pour la vie est chère. Donc, la vie devient de plus en plus chère. Donc, cette cherté de vie, cette pauvreté font que les parents deviennent involontairement démissionnaires. Et quand les parents sont là avec les enfants et que les parents n'ont pas les moyens de nourrir suffisamment les enfants, alors l'enfant quitte la maison le matin, il va dans la rue mendier, demander de l'argent et il revient à la maison le soir. Et c'est cet enfant de 10 ans, 12 ans là qui va revenir à la maison, nourrir ses propres parents, soigner ses propres parents même quand ils tombent malades. Ça, c'est des enfants dans la rue. Ailleurs, nous parlons de la dislocation familiale aujourd'hui. Le divorce, la séparation des couples, des familles. Le papa, bon, la vie est chère, il y a pauvreté, le papa quitte pour aller chercher de l'argent au Ghana ou au Bénin. La maman quitte pour aller travailler au portefeuille au grand marché d'Assigame. Ils abandonnent les enfants. Et donc, quand papa n'est pas là et que maman n'est pas là, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et c'est là, les enfants quittent la maison, ils rentrent dans la rue. Et quand ils trouvent à manger dans la rue, ils finissent par s'installer et ils ne reviennent plus et ils deviennent les enfants de la rue. Il y a d'autres catégories, c'est les familles monoparentales aujourd'hui. Quand nous parlons de la monoparentalité des familles aujourd'hui... L'enfant est géré par sa maman ou uniquement son papa? Voilà, l'enfant est seul avec sa maman ou l'enfant est seul avec son papa. Et quand l'enfant est avec l'un de ses parents, alors il manque l'affection de l'autre parent. Et donc l'enfant va vouloir aller chercher alors l'affection de l'autre parent absent. Et donc l'enfant va quitter. Ça, c'est la monoparentalité. Il y a l'autre côté où nous parlons de la famille recomposée ou reconstituée. Donc quand la maman a quitté, le papa a pris une nouvelle femme qui n'est pas la mère biologique de l'enfant. Et donc les traitements ne sont pas les mêmes. Ou qui n'est pas le père biologique de l'enfant. Ou soit le papa n'est pas le père biologique de l'enfant. Et donc le parent qui n'est pas le parent biologique de l'enfant, alors le traitement n'est pas les mêmes. Il n'a pas un regard. L'enfant, il arrive sciemment ou inconsciemment à maltraiter l'enfant dont il n'est pas le père biologique ou il n'est pas la mère biologique. De par ces maltraitances, l'enfant sera obligé de quitter pour aller chercher l'autre parent et il va commencer par s'installer dans la rue. Il y a l'autre côté où nous parlons des familles d'accueil, ou le placement d'enfants dans une famille. Ici chez nous, soit c'est la tante qui veut accueillir l'enfant, c'est l'oncle, c'est le cousin, c'est le grand frère, ou carrément c'est une autre famille qui accueille l'enfant, qui n'est pas la famille biologique de l'enfant. Également, les traitements ne sont pas très éducatifs, et puis l'enfant sera obligé de quitter aussi ses familles. Donc, au-delà de la pauvreté, alors la famille monoparentalité, biparentalité, recomposée, famille adoptive ou famille d'accueil, tout ça là fait que l'enfant n'est pas très à l'aise dans sa propre famille, avec ses propres parents, qui devraient lui offrir un bon traitement, et donc l'enfant quitte là et rentre dans la rue. Bon, il y a certains parents qui sont ensemble avec les enfants, ils ont quand même les moyens de quoi se nourrir, mais nous appelons quelque chose des erreurs éducatives, où nous parlons des différents styles d'éducation. Le parent est là, les deux parents sont avec les enfants, ils ont de l'argent, ils ont de quoi supporter les enfants, mais l'un des parents est autocratique. Quand nous parlons d'autocratique des parents, ou de ce style autocratique, c'est que le parent est très sévère, méchant, et donne des traitements de violence, de maltraitance à l'enfant, et donc l'enfant va quitter la maison. Il y a l'autre style où nous parlons du style permissif, où le parent, ils sont là, il laisse l'enfant aller là où il veut. Là où il veut, ce qu'il veut faire, il est là, il n'est pas là, ça ne le regarde pas, il a de quoi manger, ça suffit. Donc aucun contrôle. Donc il y a le laxisme et donc l'enfant fait ce qu'il veut. Il se retrouve peut-être en contact avec des enfants qui sont dans la rue. Et puis, il fait compagnie avec des enfants de la rue. Et puis tout doucement, alors il rentre aussi lui aussi rentre dans la rue. Donc voilà ces différents facteurs qui obligent les enfants parfois à quitter la maison pour aller s'installer dans la rue. Alors, dans votre développement, on sent que l'instabilité pousse plusieurs enfants à aller vers la rue. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas dire que les familles ont démissionné dans l'éducation de leurs enfants? Justement, parmi les causes, il y a cette démission parentale au niveau de beaucoup de familles. Il y a des démissions. Les parents, pour des raisons, soit c'est la pauvreté, ils démissionnent, soit les parents ont des moyens.
Mais ils sont très occupés par leur boulot, oui. Alors ils démissionnent vis-à-vis de leur autorité parentale. Le papa quitte le matin à 6h, à 5h du matin, il revient à 20h, 21h. Donc il quitte avant que les enfants ne se réveillent. Et ils reviennent quand les enfants sont encore au lit. Donc pratiquement les parents sont absents devant les enfants. Quand papa va au boulot, maman va au boulot, peut-être on prend un domestique ou une domestique. L'enfant ne voit même pas ses parents. L'enfant n'est pas en voit contact avec ses parents. Ça fait partie aussi des démissions des parents. Sinon, les parents peuvent quand même s'arranger de manière à répondre quand même aux besoins, leur présence quand même devant, vis-à-vis de ces enfants-là. Donc, il y a ces parents aussi qui sont démissionnaires, mais il y a quand même des moyens. Alors, ils sont démissionnaires vis-à-vis de leur présence auprès de ces enfants-là. D'accord. D'autres, c'est les moyens qui manquent. Ils sont là, mais ils ne peuvent rien faire. D'autres, c'est la recherche du bien-être ailleurs. Ils abandonnent les enfants. Tout ça là fait partie de la démission parentale. Quand l'enfant se retrouve à la rue, qu'est-ce qu'il vit? Quand l'enfant se retrouve dans la rue, vraiment, c'est difficile et très compliqué. Un petit enfant de 5 ans, par exemple, se retrouve. Quand vous rentrez dans la rue tout à l'heure, vous allez voir des petits-enfants de 5 ans, des petits-enfants de 1 an. L'autre fois, quelqu'un me posait la question, à quel âge l'enfant se retrouve dans la rue? Je dis, l'enfant se retrouve dans la rue déjà à 0 ans, à 1 jour, à 2 jours, l'enfant se retrouve dans la rue. Parce que peut-être un enfant qui naît dans la rue, voilà. le jour où il naît dans la rue, il est abandonné. Dans la rue. Il est dans la rue, il est abandonné par ses parents, il est déjà dans la rue dès la naissance, vous voyez, jusqu'à l'âge. Maintenant, un enfant qui déjà à partir de 5 ans, 2 à 3 ans, dans la rue, il commence par demander à manger. Et là, quand il demande à manger, à un moment donné, à un âge donné, quand il demande, il ne trouve pas, il est obligé d'aller prendre ce qui ne l'appartient pas. Et nous n'aimons pas dire que l'enfant vole parce qu'il ne sait pas, il ne mesure pas les conséquences de l'acte qu'il pose. Et donc, il va aller prendre quelque chose qui ne l'appartient pas et qu'il peut aller vendre ou juste pour se nourrir. Donc, ils vivent de la mendicité, ils vivent du vol. Et au-delà de ça, il y a certains qui travaillent à milieu portefeuille, aider les marchands à déplacer leurs marchandises pour avoir de l'argent. Et ceux qui sont au niveau de la côte, alors ils vont aider les pêcheurs à tirer les filets pour avoir quelques petits poissons, à les revendre pour pouvoir se nourrir. Oui. En dehors de ceux qui sont au niveau de la plage, sur la côte, et au niveau des marchés, il y a d'autres catégories d'enfants carrément qui se retrouvent sur des dépotoirs ou sur les déchetteries. Bon, nos amis européens parlent de la déchetterie. Pour ramasser... voilà, quand ils se retrouvent à la déchetterie ou au dépotoir, alors ils ramassent des objets plastiques, des bouteilles, des boîtes de conserve, ou ça c'est des barres de fer rouillé que nous appelons chez nous gakobéblé. Donc vous verrez les enfants en longueur de journée avec leur sac à l'épaule, et se promènent, ils ramassent ces trucs-là qu'ils vont aller vendre pour pouvoir se nourrir. Donc, de ces activités-là, telles que mendicité, aider les pêcheurs, ramasser les objets plastiques, aller au dépotoir, c'est de ces activités que ces enfants-là vivent. Maintenant, ce qui est déplorable, c'est ces jeunes filles. L'autre fois, j'étais en mission d'apprendre à Saint-Cassé, quand j'allais prendre de la chambre à une auberge. Voilà des petites filles qui rôdent autour. Elles sont aussi dans la prostitution. Qui tournent autour de l'hôtel. Je voudrais dire, à Lomé actuellement, il y a le marché des grandes, les marchés des petites, les marchés des moyens. Alors, en demandant à savoir les enfants dans la rue, qu'est-ce qu'ils font, quelle activité ils font, il y a une grande partie aujourd'hui des jeunes filles de la rue. Couches vulnérables, des petites filles de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, qui se donnent à ce travail de sexe pour pouvoir se supporter, se nourrir et nourrir leur famille. Et c'est l'une aussi des activités qui se développent. Quand vous allez tout à l'heure à la plage en face de Orlando, vous allez voir, il y a 5 ou 6 filles qui sont filles de 12 ans, qui sont des mères, qui portent des bébés déjà. Et donc, ils se donnent à ce jeu sexuel sans protection. Juste pour subvenir à leurs besoins, survivre à la rue. Voilà, pour survivre. Mais n'ayant aucune notion, puisqu'ils ne sont pas matures, ils sont encore très immatures, ils n'arrivent pas à se gérer, alors ils se donnent à ce jeu sans savoir se protéger. Et c'est comme ça, les maladies par ici, les grossesses par ici, les enfants qui naissent de là. Donc voilà un peu de toutes ces activités
que ces enfants-là vivent aujourd'hui dans la rue. Majoritairement, où est-ce qu'ils dorment? Comment ils dorment, ces enfants vous en voyez, situation de rue? Souvent, quand on dit, mais les enfants, ils dorment où? J'ai l'habitude de dire, les enfants, ils dorment là où le sommeil les prend. Tu vois, ils se promènent. Ceux qui ont les sacs à l'épaule pour ramasser des barres de fer sur les dépotoirs, etc. Quand à longueur de journée, il arrive à des moments où ils sont fatigués, et quand le sommeil les prend, ils dorment sur les dépotoirs. L'enfant qui aide les pêcheurs à tirer les filets à la plage, alors il tire à un moment donné, il est fatigué, le sommeil le prend, il dort sous les cocotiers dans le sable. L'enfant qui est au marché en tant que portefeuille, alors il se promène, il transporte, à un moment donné, le sommeil le prend, il dort sous un hangar. L'enfant qui est au feu tricolore en train de demander de l'argent, à un moment donné, le sommeil le prend, il dort sur les trottoirs. Vous voyez? Donc, c'est des enfants qui n'ont pas de domicile fixe. Alors, ils se baladent, ils se promènent, et là où le sommeil les prend, là où la fatigue les prend, alors ils dorment là-bas tranquillement, ils se réveillent, ils continuent la marche. Il y a quand même, souvent, ils marchent en bande d'enfants, et quand ils vont, à un moment donné, ils reviennent quand même à un endroit. Ceux qui sont sur les dépotoirs, ils ont des petits ghettos à côté où ils vont aller dormir. Et c'est des enfants consommateurs vraiment des substances psychoactives également. Donc ils se promènent comme ça. Quand le sommeil les prend, quand la fatigue les prend, alors ils dorment, ils se reposent là où ils arrivent. Donc c'est une vie tellement misérable que tu peux pas supporter. Comment ils survivent à cette vie dans la rue? Parce que vous êtes au contact de ces enfants, comment ils survivent? Non, tu sais, la rue, c'est un milieu ouvert et nous avons l'habitude de le dire, la rue, c'est la jungle. C'est la jungle, c'est des enfants qui se battent. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Quand ils sont dans la rue, tu ne peux pas imaginer qu'un petit de 10 ans qui va vouloir tirer peut-être quelqu'un qui vient donner, faire des dons, alors petit de 10 ans qui va s'échanger, tirer les nourritures que les bonnes volontés leur apportent avec un grand de 20 ans. Vous voyez? Donc si tu ne te bats pas, alors tu peux pas supporter, tu vas mourir. Et c'est là justement, même petit qu'il soit, ils prennent ces substances psychoactives pour pouvoir supporter les difficultés de la vie, les coups de la vie. Et donc voilà, ils se donnent, même aujourd'hui, ce qui est encore tout nouveau, c'est ces jeunes garçons, petits jeunes garçons, qui font aussi ce que nous appelons la prostitution. Puisqu'il y a des grandes dames aussi qui sont là, qui donnent de l'argent à ces petits-là, voilà, pour pouvoir vivre. Donc, vraiment... Ce sont des situations pénibles. Situations pénibles dont il est difficile de supporter. Depuis quelques années, on parle de plus de 6 000 enfants dans la rue. Aujourd'hui, quelle est la situation exactement au Togo? Oui, je fais partie de ces enquêteurs-là en novembre-décembre 2015 qui avions mené cette étude commanditée par l'UNICEF et l'État togolais et que les résultats étaient sortis en janvier 2016. Et c'est à l'issue de cette étude qu'il était ressorti 6 000 enfants au total, 6 000 enfants de rue au total, dont plus de la moitié à Lomé. Donc aujourd'hui, bon, après cette étude, il y a plus d'autres études, mais nous qui sommes dans la rue, oui, puisque vous avez travaillé avec ces enfants, aujourd'hui, nous pouvons quand même estimer jusqu'à 10 000 enfants de rue. Jusqu'à 10 000 enfants de rue au Togo. Je faisais partie également de ces enquêteurs-là en mars 2020 avec Alsa International, l'UNICEF et Handicap International avec l'État, le ministère de l'Action sociale. Nous avions mené des maraudes pour voir comment est-ce que les personnes sans domicile vivent en cette période de Covid. Je vous assure, le nombre d'enfants et de personnes que nous avons retrouvés pendant la nuit, on ne peut pas l'imaginer. En février, fin janvier, début février 2021, nous avons également mené les mêmes activités de maraude à Sokoré et à Kara. Et la semaine dernière, nous étions encore à Saint-Cassé et à Dapan pour les mêmes études. C'est pour dire que je faisais partie de ces enquêteurs-là en 2015 et les maraudes que nous avions faites au cours de cette période de Covid en mars 2020, 2021 et en ce 2022, moi je peux déjà estimer ce nombre d'enfants en situation de rue. Plus de 10 000 enfants. Plus de 10 000 enfants. Et la moitié est toujours à Lomé. Et la moitié toujours à Lomé, puisque tout le monde, nous voyons des enfants de Dapaon à Lomé, les enfants de Sokoré à Lomé, les enfants de Kara à Lomé.
comme la vie est très chère et difficile, tout le monde croit qu'à Lomé, on peut gagner quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut difficilement demander de l'argent et qu'on peut facilement aussi donner. Pareil pour les adultes, les familles quittent les villages pour venir à Lomé juste pour faire ce travail de bornage ou ce travail de portefeuille. Voyez, donc la ville de Lomé est très concentrée aujourd'hui avec ce système d'exode rural et dont les parents se déplacent avec les enfants. Donc plus de la moitié encore aujourd'hui d'enfants de rue à Lomé. Ne serait-ce que vous allez à la frontière Togo-Ghana et vous longez la côte jusqu'à Orlando, jusqu'au niveau de l'hôtel La Paix, jusqu'au niveau de l'hôtel Sarakawa, vous verrez le nombre d'enfants installés sur la plage aujourd'hui. Maintenant, quand tu rentres au grand marché de Lomé à Daoulato, tu vas au marché de Riyanawe, tu vas au marché de Koresewa, tu vas vers Bagida à Katanga, tu reviens vers Agoué, tu vas vers Zongo, tu vas vers Adjidogome. Je vous assure que le nombre d'enfants dans la rue se multiplie au jour le jour. Et je m'amusais à dire, j'étais entre-temps avec le Son Excellence, monsieur le ministre de la Culture, et dans nos échanges, il me demandait, mais pourquoi, malgré tout ce que nous faisons, le nombre d'enfants augmente? La question devait venir, comment on explique le chiffre qui augmente chaque année, malgré les actions? Ça c'est simple. Et comme Go le dit, ça se voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu. Puisque nous disons la pauvreté au Togo augmente. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est toute la population qui crie. La situation devient très complexe et tout le monde crie la pauvreté au Togo. Et c'est cette pauvreté-là qui renvoie les enfants de la maison dans la rue. C'est cette pauvreté-là qui renvoie les parents même de la maison dans la rue. C'est cette pauvreté qui fait que les parents abandonnent les enfants pour le mieux-être ailleurs. Tu vois, certains parents prennent le chemin du Ghana, d'autres prennent le chemin du Bénin, d'autres c'est le chemin de la Côte d'Ivoire, d'autres c'est Gabon, d'autres c'est Burkina. Mais ce qui n'est pas aussi facile là-bas. Donc c'est des mésaventures au jour le jour. Et quand les parents quittent comme ça, les enfants sont abandonnés. Donc la pauvreté est là. C'est également cette pauvreté qui est à la base de la séparation ou du divorce des familles aujourd'hui. À un moment donné, la femme n'arrive plus à supporter la faim ou les difficultés. La femme quitte et abandonne l'enfant et le monsieur. Il y a des moments où c'est le monsieur qui dit non, bon, restez, je vais aller chercher l'argent, revenir. Et quand le monsieur quitte et ne revient pas, la dame aussi quitte pour aller chercher, revenir, nourrir l'enfant. Et ces dames-là ou ces parents-là qui ont pitié de leurs enfants, c'est eux ou elles qui se déplacent avec les enfants. Maintenant, arrivé par exemple à Lomé, elle doit aller travailler pour revenir, il laisse l'enfant seul sur les cocotiers ou dans le marché pour aller travailler, revenir nourrir l'enfant. Il revient, il ne retrouve pas son enfant. Et l'enfant aussi se débrouille dans la population en allant. Vous voyez? Donc voilà un peu la situation aujourd'hui de ces enfants. Plus de 10 000 enfants, c'est l'estimation aujourd'hui du côté de Onge, puisque vous êtes tout le temps sur le terrain. Nous sommes sur le terrain à tout moment. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes dans Et nous, votre émission qui parle des droits de l'enfant, des adolescents et des jeunes. Aujourd'hui, nous avons consacré cette émission aux enfants en situation de rue. On en parle avec Yves Abassa, chargé de projet à l'ONG Ange Togo. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des enfants dans la rue, des catégories d'enfants, enfants dans la rue, enfants à la rue, enfants de la rue et enfants talibés. Mais c'est ce sujet, le dernier, c'est-à-dire enfants talibés, c'est ce sujet qui devient inquiétant depuis quelques mois au Togo. Comment l'expliquer? Non, tu sais, l'autre fois, quand on était à Daparan avec les c'est cette zone-là où on beaucoup plus d'enfants talibés. C'est plus développé vers le nord du Togo. Mais comme je l'ai dit, ça commence à descendre tout doucement au sud aussi. Ça ne va pas descendre au sud. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Nous avons discuté avec comment on l'appelle, les responsables de l'islam là. Les leaders religieux. Les leaders religieux musulmans. On en avait discuté longuement avec eux, puisque ce système contribue à la déscolarisation des enfants. Et au même moment que ça contribue à la déscolarisation, ça conduit les enfants à rentrer dans la rue davantage. Et là, en les écoutant, voilà le maître coranique qui veut aider les enfants, les instruire en Coran, les apprendre à lire le Coran. Maintenant, quand il rassemble les enfants, alors il doit nourrir les enfants. Or, il n'a pas les moyens de nourrir les enfants. Et pour d'autres,
ça devient une source de revenus. C'est un système d'exploitation. C'est un système d'exploitation. Sciemment, il sait qu'il n'a pas de moyens pour nourrir 50 enfants, mais il ramène ces enfants-là, disant qu'il va les apprendre à lire le Coran. Et donc, quand il les amène avec sa propre propriété, il renvoie les envoie chercher de l'argent. Et en quelques mois, il devient millionnaire. Il construit, et puis après, les enfants, à un moment donné, c'est des gens aussi qui ne prennent pas soin de ces enfants-là. C'est-à-dire qu'ils ne nourrissent pas correctement aussi les enfants, et les enfants restent dans la rue. Donc, je dirais également que c'est toujours cette pauvreté et ce vouloir de s'enrichir au dos de l'enfant qui amène alors ces responsables maîtres coraniques-là à créer ce cadre-là et à vouloir rassembler les enfants avec l'idée de les apprendre le Coran et n'ayant pas de moyens, renvoie ces enfants. Mais derrière tout ça là, il veut s'enrichir au dos de ces enfants. Avec ce nombre assez conséquent d'enfants qui se retrouvent dans la rue, qu'est-ce que cela a comme conséquence sur le pays? Non, vous savez, nous avons également, quand on était à Sencas et à Daparan, nous avons également mené ces enquêtes par rapport à ces enfants sans domicile, la situation de rue, que les malfaiteurs exploitent, viennent corrompre, viennent travailler et les emballer dans ce système de guerre. Aujourd'hui. Il y a le terrorisme aujourd'hui. Je ne veux pas appeler les noms. Oui, dans le terrorisme, il y a des actions de lutte contre le terrorisme dans le pays. Donc, nous sommes en train d'éveiller nos autorités à être très attentifs, très vigilants par rapport à ce système. Donc, me demandant quel danger le pays court quand les enfants rentrent davantage dans la rue. Il y a ça. Il y a la délinquance aussi. Ces enfants qui sont dans la rue sont facilement manipulables, sont facilement utilisables. Parce qu'ils ont besoin de l'argent. Il suffit que quelqu'un vienne leur donner 5 000, on les emballe, on les apprend, on leur distribue des outils pour aller faire la guerre. Vous voyez? Ça, c'est des dangers que moi, personnellement, je suis en train de voir. Ils sont dans la rue, ils ont faim. Ils sont en train de chercher de l'argent. Donc, n'importe qui vient leur proposer n'importe quelle activité, et puisque c'est aussi des mineurs, ils ne mesurent pas les conséquences des actes qu'ils posent, ils sont facilement corrompus. Il y a la délinquance aussi. Donc, il y a ça, d'abord. Maintenant, au-delà de ça, quand nous parlons de la déscolarisation, notre pays est en train de perdre des autorités, des leaders de demain. Puisque ceux-là qui doivent devenir, qui vont devenir des enseignants, des professeurs, des médecins, des ingénieurs, des commandants, des colonels, des présidents, des ministres, pour nous, c'est eux qui se retrouvent dans la rue, comme cela. Alors, si près de 6 000 enfants en 2015, en 2018, plus de 8 000. En 2020, 2021, 2022, aujourd'hui, à plus de 10 000 enfants dans la rue, vous imaginez les autorités de demain que nous sommes en train de perdre. Il y a ça. De l'autre côté, ces enfants dans la rue qui deviennent majeurs, adultes un jour, deviennent quoi? Des braqueurs, des assassins, des voleurs, des délinquants, et nos prisons vont être remplies au jour le jour. Donc, il y a beaucoup de dangers que notre pays court quand les enfants rentrent dans la rue au jour le jour de cette façon. Quelles sont les actions concrètes à mener aujourd'hui? On en parle tous les ans, mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, la lutte, c'est une lutte commune. Et je remercie ceux qui nous rejoignent, comme vous, et d'autres autorités, d'autres organisations, sur le plan national et international. Ne serait-ce que pour le mois de mars, nous avons mené plus de 3 semaines d'ateliers de formation et de renforcement de capacité. Et là, ne serait-ce que ces renforcements de capacité nous permettent d'avoir beaucoup plus de compétences dans la gestion et dans la prise en charge de ces enfants-là. Ça, si nous continuons comme ça, nous serons beaucoup plus outillés pour combattre ce phénomène. Ça, c'est un. Et également, aujourd'hui, je dis, quand les gens nous demandent qu'est-ce que l'État fait pour nous soutenir, l'État nous renforce nos capacités et en plus mettre des professionnels à notre côté pour faire le travail avec nous. Chez nous, à Oulenji 1 spécialement, nous développons un système de sensibilisation aujourd'hui, puisque les gens sont mal informés ou ne sont pas du tout informés et croient que la vie c'est enlevé ou la vie c'est dehors. On ne croit pas que la vie c'est chez soi. Donc la sensibilisation à la population de rester chez soi et de développer
d'utiliser ça comme ça pour développer des activités d'entrepreneuriat aujourd'hui. Nous le disons toujours. Les femmes qui viennent travailler ici à Lomé sur les marchés, il suffit qu'on leur donne 10 000 francs, 15 000 francs pour installer une petite activité de la préparation de la bouillie. Le matin, les enfants prennent de la bouillie. Des AGR. 5 francs, 25 francs, 50 francs pour aller à l'école et revenir. Ils mangent, alors ils vont rester. On n'a pas besoin de grandes choses aujourd'hui. Donc, il reste aujourd'hui que nos communautés, nos populations soient sensibilisées par rapport à la stabilité. C'est vrai qu'il y a la pauvreté. Qu'est-ce qui engendre cette pauvreté-là? Bon, peut-être c'est parce que dans nos pays francophones, nous sommes en retard par rapport au développement de ces activités génératives de revenus, à l'entrepreneuriat. Dans les pays anglophones, cela se développait, cela se faisait depuis. C'est aujourd'hui que le ministère de développement à la base, avec FAEG et autres, on est en train d'aider aujourd'hui les populations à s'installer, à devenir autonomes. Donc, je dirais qu'il faut que l'État développe ce système qu'il a déjà commencé. Bon, je crois, dans certains milieux, c'est 15 000 francs. On leur donne, je ne sais pas comment on l'appelle, ce système de 15 000 francs. Il faut mettre en place des activités pour occuper les familles et permettre aux familles de se prendre en charge. Également, au Togo, vous savez, nous avons beaucoup de terres inexploitables. Il faut les cultiver. Alors, il fallait cultiver. Nous avons nos terres qui produisent beaucoup. Quand on était à Dapao, à 5K et au-delà, vous verrez combien de fois les sacs douaniers rentrent. Les sacs ou les paniers de tomates rentrent. Il y a les pommes de terre. Il y a des pommes de terre qui arrivent. Alors que c'est des pays sahéliens qui produisent ces trucs-là. Donc chez nous, il faut qu'on développe ce système de production agricole également. Et donc, quand par exemple quelqu'un cultive 10 hectares dans un milieu, ces 10 hectares-là, vous imaginez combien de personnes il peut d'abord travailler dans ce temps-là, et ce que ça va produire. Donc, développer également ce système de production agricole parce que nous avons beaucoup de terres à cultiver aujourd'hui. Au-delà de ce système-là, quel cadre il faudrait mettre en place du côté des gouvernants selon vous? Bon, pour gérer correctement ces enfants. Bon, comme je ne suis pas je parle en tant que privé. Et oui, en tant que responsable de projet. Responsable de projet, je sais que l'État... Vous avez des besoins. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, qu'est-ce que le gouvernement, par exemple, bien les gouvernants doivent mettre en place comme cadre pour pouvoir canaliser tout ça et réduire un peu le phénomène? Bon, au-delà de ce que vous venez de dire. Au-delà de ce que je dis... je ne sais pas, je ne voudrais pas parler à la place du gouvernement, mais je sais que le ministère de l'Action sociale, le ministère du développement à la base, ils entreprennent quand même pas mal. Est-ce que les actions sont suffisantes selon vous? Oui, c'est là où je peux revenir dire ils font beaucoup, mais il reste beaucoup à faire encore. Ils font beaucoup, mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Voilà. Est-ce que vous parvenez à sortir facilement les enfants de la rue? Oui, certains sont... nous arrivons à sortir certains facilement et d'autres non. Surtout ceux que nous appelons, entre guillemets, les habitués de la rue. Il y en a qui ont fait 2 ans, 3 ans, 5 ans dans la rue et qui sont habitués à cette liberté de vie. La rue, c'est un milieu ouvert. Et donc, les enfants, ils vont là où ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent, ils dorment là où ils veulent. Ils ont cette liberté de vivre. Même si c'est difficile, compliqué pour eux, ils sont déjà habitués à ce système de vie. Pour ceux-là, c'est difficile de les sortir. Et qu'est-ce que nous faisons pour ces gens d'enfants? Nous les accompagnons dans ce milieu ouvert. Les accompagnons comment? Il veut faire quelque chose, même il veut apprendre un métier, il est dans la rue et nous l'accompagnons à apprendre ce métier. Et c'est de petits métiers qu'ils apprennent, leur permettant de subvenir à leurs petits besoins. Et au même moment, ces petites activités qu'ils font leur permettent d'avoir des ouvertures sur d'autres activités. Donc, ils ne sont pas facilement... c'est pas facile pour nous de les sortir. Par contre, il y a d'autres... il suffit de les éclairer. Aujourd'hui, nous sommes, comme nous l'appelons parfois, des éveilleurs de conscience. Bien qu'ils soient des enfants, alors en tant que spécialistes éducateurs, alors nous arrivons quand même à les éclairer, à éveiller leur conscience, bien qu'ils soient mineurs, à éveiller leur conscience, à leur faire comprendre toutes les difficultés qu'ils endurent dans la rue. Et donc, nous leur proposons nos centres d'accueil. Par exemple, Ange a 2 grands centres d'accueil, dont un à Lomé et l'autre
en milieu ouvert à Pomé. Et donc, quand l'enfant, nous l'amenons à Ange avec tous les encadrements que nous mettons à leur disposition. Nous avons des sociologues, des psychologues, des éducateurs, des assistants. Et avec toutes ces compétences que nous mettons à la disposition de l'enfant, nous arrivons à les cadrer. Et quand ils arrivent, nous les mettons à l'école ou nous les mettons en apprentissage. Donc, les occupants, de cette manière, ils arrivent à rester. Parfois, les gens me demandent quel pourcentage d'enfants nous arrivons à sortir. Alors, sur 10, alors nous arrivons quand même à sortir 6 et 7. Et c'est déjà bon pour nous. C'est déjà bon pour nous. Donc, pour dire, ils ne sont pas faciles à sortir de la rue, surtout ceux qui ont eu cette habitude d'y rester. Comme je l'ai dit également, facile aussi, comme je l'ai dit également, il y a certains, ceux qui consomment des substances psychoactives, qui s'en sont habitués. Ils sont dépendants. Ils sont dépendants, alors il est également difficile à ces jeunes dépendants de ces substances psychoactives de sortir également. Mais nous mettons toutes les compétences en place pour quand même les aider à sortir de la rue. Alors, quel est l'apport des citoyens pour vous aider à mieux cadrer ou bien mieux gérer cette situation? Ça, c'est là, nous cesserons de vous dire merci, parce que c'est à travers ces émissions que les citoyens, la population, les communautés nous attendent et se réveillent de leur sommeil. Puisque tout le monde dit, les enfants de rue là, c'est des voleurs. Si je m'approche de lui, il va me voler. C'est des brigands, c'est des voyous. Donc, ils sont étiquetés de manière que ces enfants sont marginalisés, sont mis de côté. Et donc, les enfants aussi sont de côté, ils les regardent. Et donc, c'est ce qui nous complique aujourd'hui le travail. Donc, l'apport aujourd'hui est très faible. L'apport de la population aujourd'hui, l'apport des citoyens aujourd'hui est très faible. Même les propres parents biologiques de ces enfants-là ont peur de leurs enfants. Parce qu'ils disent, mais ce que l'enfant l'a fait, quand il sera avec moi, je ne sais pas comment, est-ce que ça va se passer. Donc, les propres parents même rejettent ces enfants. Donc, c'est difficile pour nous. Et c'est là, au cours de ces émissions, nous disons aux parents, non, l'enfant n'est pas responsable de ce qu'il est. Ça, nous faisons comprendre à la population que l'enfant que nous doitons aujourd'hui de voleurs, de brigands, il n'est pas auteur de ce qu'il est. Il n'est pas responsable de ce qu'il est. C'est plutôt la société qui fait de lui ce qu'il est. Et donc, c'est la même société qui fera de cet enfant-là un enfant transformé, un enfant éduqué, un enfant rééduqué, pour que nous ayons une vie facile avec ces enfants-là. Il faudrait donc que les citoyens aient un autre regard. Voilà, un autre regard, et un regard positif sur ces enfants-là. Et c'est ces regards positifs sur ces enfants-là qui vont plutôt les attirer vers la maison où ils iront à l'école ou en formation pour devenir des hommes responsables pour nous. Majoritairement, quand on échange avec les enfants eux-mêmes, ils le disent souvent, les organisations, les citoyens qui viennent vers eux, c'est juste pour se dire que oui, je suis dans le social, on ne s'occupe pas de nos questions. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces enfants? Non, je crois que ce n'est pas tout le monde qui se donne à ce travail social, qui a les compétences. Il y a des gens qui y vont. Les gens ont la volonté, mais ils n'ont pas la compétence. Et quand ils vont vers ces enfants, ils font parfois ce qu'ils ne devraient pas faire. Et c'est ce qui donne l'impression aux enfants que des gens viennent pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Les gens viennent les utiliser, les gens viennent s'enrichir sur leur dos, comme ces enfants talibés dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est pour dire que c'est ce qui a fait même que l'Audi, l'État togolais avec l'UNICEF, avait fait certains audits sur des centres d'accueil et que certains centres ont été fermés. C'est justement parce que les gens ont la volonté d'aider ces enfants-là, mais au contraire, ils n'ont pas les compétences rassemblées pour mieux prendre en charge ces enfants, alors que peut-être ils ont des financements d'un peu partout pour développer leur propre vie au lieu de soutenir ces enfants-là. Donc, si des enfants parlent de cette façon, justement, il y a certaines organisations, certaines associations qui n'ont pas de compétences, mais qui veulent faire du travail et ils le font alors mal. Et ce qui vous dérange beaucoup parce que... Non, ce qui nous dérange beaucoup parce qu'il y a des moments où nous sommes tous emballés, comme on le dit, quand dans une communauté, une personne a la tête rouge, on dit voilà la communauté des gens de tête rouge. Voilà, alors pour finir cette émission, quel est donc ce message que vous aurez adressé d'abord aux citoyens, après aux autorités? Oui, je dis tous les 12 avril, c'est un grand jour pour nous. Pour porter la voix des enfants. Pour porter la voix des enfants.
c'est justement ce que l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a mis cette journée en place en 2009. Et la commémoration, la célébration de cette journée a commencé véritablement en 2012. Maintenant, ce que nous aurons à dire, d'abord envers les parents. Les parents oublient que leurs enfants sont leur relève de demain. À un âge donné, tu ne pourras pas te prendre toi-même en charge. Et c'est quelqu'un qui va te prendre en charge. Et personne ne le fera plus que ton enfant, ton propre enfant. Et donc, j'invite les parents qui sont démissionnaires ou qui se disent toujours pauvres, de prendre un nouvel engagement, de travailler et de prendre soin de leurs enfants. Nous n'avons pas le temps, sinon j'allais développer ce que nous appelons la parentalité positive. La parentalité positive. On en parlera un autre Sinon, jour, on peut revenir parler de cela. La parentalité positive, c'est tout ce que le parent peut faire. Tous les actes que le parent peut poser. Tout ce que le parent peut mettre en place pour le bien développement de son enfant. Il y a certains parents qui ne savent pas. La parentalité positive ou la prise en charge alternative. Donc, il y a beaucoup de choses que nous reviendrons développer pour apprendre aux parents. Donc, aux parents d'éveiller davantage leur conscience et de prendre soin de leurs enfants. Maintenant, au gouvernement, sinon à la communauté, à nos communautés, alors, il faut développer un système d'encadrement. Edwige, quand tu quittes Agbalépédo, tu vas vers GTA. Alors tu vas voir au feu tricolore des petits-enfants de 6 ans, 4 ans, 7 ans, qui sont là, les mamans à côté. Les enfants vont aller demander de l'argent, venir remettre à la maman. Mais qu'est-ce que l'État dit de cela? On va toujours abandonner, favoriser, laisser les parents venir s'installer dans la rue comme ça avec leurs enfants. Alors il faut que des mesures soient prises pour que les parents ne quittent pas quelque part pour venir s'installer au feu rouge et envoyer. Quand tu quittes au niveau de la colombe de la paix, colombe de la paix, tu vois à gauche, il y a ça. Quand tu descends, alors tu vois... Même sur le boulevard. Sur le boulevard, tu verras les parents comme ça et ils renvoient les enfants aller chercher de l'argent. Il faut que l'État prenne des mesures pour arrêter ce déplacement des parents avec des enfants sur les boulevards pour demander de l'argent. Il y a ça. Maintenant, toujours au niveau du gouvernement et à toute la population, tous ceux qui se sont engagés dans la prise en charge, dans la défense et la promotion des droits de ces enfants en situation de rue, ils ont besoin de moyens, que ce sont des moyens matériels, moyens financiers, moyens techniques. Alors, il faut que des structures, des organisations soient soutenues sur cette marche-là, parce que nous avons bien la volonté de faire plus que ça, mais nos moyens sont limités. Et donc, il faudrait vous aider à réussir cette mission. Des soutiens de tout le monde, de la part de tout le monde, pour mieux nous engager et avoir les résultats attendus pour que le Togo de demain soit meilleur. Merci beaucoup à vous, Yves merci Edwige. Merci à toute la radio Jena pour cette opportunité. C'est un plaisir. Qui nous est offerte en cette grande journée de 12 avril pour nous. Je rappelle que vous êtes le chargé de projet à l'ONG Ange au Togo. Chers auditeurs, vous l'avez compris, la lutte, il revient à nous tous d'aider ces enfants à sortir de la rue. Ils ne sont pas tous des délinquants, ils ne sont pas tous des voleurs. Ils sont dans la rue pour une raison. Et donc, c'est quelque chose qui a envoyé ces enfants dans la rue. Aidons-leur à mieux gérer leur vie en sortant de la rue. Je suis Edwige Diboli Apedon. On se donne rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre émission. Et nous, je rappelle que nous étions avec Yves Abassa, chargé de projet à l'ONG Ange. Continuons par nous engager auprès de ces enfants parce qu'ils ont besoin de s'épanouir pour devenir des adultes meilleurs. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.